Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver. Harlem Désir, ministre des Affaires européennes, et notre invité. Il est au cœur de l'actualité à tout point de vue, étant donné ce qui se passe un petit peu partout, évidemment, en Europe. Est-ce qu'on peut parler ce matin de Bérésina, d'échecs relatifs pour ce qui s'est passé hier à Bruxelles? Non, je crois qu'hier, à Bruxelles, ça a été une réunion très difficile, assez pénible à certains égards, parce que voir un certain nombre de pays de l'Union européenne considérer que quand il y a un tel afflux de réfugiés, après tout, c'est pas forcément leur affaire, ou que chacun peut régler ça. Pareil, Cazeneuve était furieux, c'est vrai? Bernard Cazeneuve était très déterminé, comme moi-même, parce que j'ai commencé par... Déterminé ou furieux? Non, pas furieux, parce que c'est une question, on a tous gardé nos nerfs et notre sang-froid, mais parfois de fermeté. Il a fallu, c'est vrai, à la fois dans la réunion à laquelle participait Bernard Cazeneuve avec les autres ministres de l'Intérieur, où heureusement ils étaient ensemble avec son collègue allemand, Thomas de Maizière, moi-même le matin avec les ministres des Affaires européennes, parce que nous avions une sorte de première réunion de préparation, que nous rappelions un certain nombre de principes. C'est-à-dire que c'est la plus importante crise de migration de réfugiés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que oui, il y a certains pays qui sont plus affectés aujourd'hui, la Grèce, parce que c'est par là qu'entre la grande partie de ceux qui traversent la Méditerranée en venant de Syrie, l'Italie, ne l'oublions pas, à cause de ce qui se passe en Libye, et puis il y a la Hongrie, il y a un certain nombre de pays des Balkans, mais nous devons tous, ensemble, accepter de faire face. Eh bien, les Slovaques, c'est pas le cas, les Hongrois, c'est pas le cas, il y a des pays qui acceptent des camps, qu'on peut appeler des countries, c'est pas le bon mot, hein, mais enfin qui les acceptent, comme par exemple la Grèce et l'Italie, d'autres qui n'en veulent pas. Ce ne sont pas des countries, ce sont des camps d'enregistrement, des centres d'ailleurs, d'accueil et d'enregistrement. J'ai dit de facto que c'était évidemment une expression simplifiée. Mais on a progressé hier, c'est ça que je voudrais dire. Oui, il y a ce blocage avec un certain nombre de pays d'Europe centrale orientale qui disent mais nous on n'a jamais été concernés, les migrants viennent pas chez nous, ils veulent venir en Allemagne. Oui, mais enfin l'Allemagne s'est retrouvée avec 20 000 nouveaux migrants, réfugiés pour la plupart, en 2 jours. Pas tous réfugiés d'ailleurs, c'est un des aspects aussi de la discussion, c'est qu'il faut que l'on puisse faire la part, si on veut bien accueillir ceux qui sont en danger, ceux qui sont persécutés, avec d'autres, par exemple, qui viennent des pays des Balkans, mais qui ne sont pas en danger, parce qu'aujourd'hui ce sont des pays qui sont devenus démocratiques. Qui sont des réfugiés économiques. Qui sont des migrants économiques, qui peuvent être accueillis. Par la faille. Non, mais alors voilà, donc il faut plus qu'il y ait de faille. Et c'est pourquoi la ligne de la France, je crois qu'aujourd'hui la plupart maintenant le reconnaissent, c'est celle qu'il faut réussir à mettre en place, c'est fermeté dans le contrôle des frontières extérieures, accueil. Mais c'est je crois que c'est ce qui va être mis en place maintenant. Mise en place de ces centres d'enregistrement qu'on appelle parfois hotspot dans le vocabulaire à Bruxelles, mais c'est pas le bon mot, disons centre d'enregistrement et d'accueil, où on dit voilà, on enregistre les migrants, ceux qui ont droit à l'asile parce que c'est des Syriens, par exemple des Irakiens, ceux-là, on les répartit dans les 28 États membres. Il n'y a pas que 2-3 pays, la France, l'Allemagne, la Suède, qui doivent les accueillir. Ceux qui n'ont pas vocation à être là, par exemple parce qu'ils viennent de pays sûrs au regard de l'asile, c'est-à-dire ne sont pas persécutés. Quand on vient du Kosovo, de l'Albanie, aujourd'hui on n'est pas persécuté. Retour dans les pays d'origine, ça peut être le cas de ressortissants de pays d'Afrique, mais dans le cadre d'une coopération avec les pays d'origine provenance. Les 160 000 voulus par Juncker du début, on en est maintenant à 120 000. C'est tenable, ça va être fait d'ici un mois, le prochain sommet, ou ça va pas marcher? Oui, l'objectif, ça va marcher. Ça va marcher parce que il y a une nouvelle réunion des ministres de l'Intérieur le 8 octobre, au cours de laquelle va être soumis à l'adoption définitive cette répartition sur les 120 000 qui s'ajoutent aux 40 000. Donc c'est 160 000 dont on discute aujourd'hui. La France a dit qu'elle accueillerait 30 000. Oui, 24 000 sur les 120. Il y avait déjà 40 000 qui avaient été convenus au mois de juillet, qui ont été entérinés définitivement hier. Donc au total, ça sera une trentaine de milliers, plus le millier jusqu'à un millier de réfugiés. Vont vous dire, quand ils vous écoutent ce matin, ils vont vous dire 24, puis 30, puis ça va être 40, et puis on est en train de nous mentir. Il va falloir ajouter... Non, au contraire, on est dans la transparence, on donne les chiffres, on est dans la réalité. Il faut faire face à une urgence, mais il faut effectivement que l'on puisse répartir, parce qu'il n'y a pas que la France ou l'Allemagne qui vont devoir accueillir tous les migrants, soit ceux qui vont en Allemagne aujourd'hui, soit ceux qui essaient d'aller en Angleterre et qui se retrouvent bloqués à Calais. Donc nous voulons que tout le monde participe à cette répartition, y compris les pays d'Europe centrale et orientale, et qu'on cesse de construire des murs de barbelés quand soi-même on s'est battu contre des murs il y a 25 ans pour rejoindre l'Europe démocratique. Question, il y a 2 versions qui permettent d'interpréter l'attitude de Madame Merkel. Il y a une solution, la première, c'est de se dire au fond elle a été elle-même submergée par les gens venant de Hongrie. On a vu passer 5800 personnes le week-end dernier, ce qui est gigantesque. Ça, c'est la première version. L'autre version, c'est qu'elle se retourne vers vous, vers Cazeneuve, vers Hollande, vers les Slovaques, etc. Elle dit bon, moi, j'en ai marre, je vais pas prendre l'essentiel de ceux qui fuient, et les autres vont prendre des petits bouts, c'est-à-dire 10 000 par-ci, 10 000 par-là, etc. Quelle est la version réelle de Madame Merkel ?
Bon, en tout cas, la situation à laquelle... L'exaspération de ses partenaires ou de ses frontières qui commencent à devenir poreuses. Il y a eu une situation objective. L'Allemagne a été un peu débordée, disons, pendant les derniers jours, par un afflux qui n'était plus contrôlé de migrants, où il n'y avait pas justement cette distinction qui était faite entre ceux qui avaient vocation à être des réfugiés et ceux qui n'ont pas forcément de raison. Et puis, il n'y avait pas de répartition. Bon, donc, mais est-ce qu'elle nous en veut ? Non, je crois qu'après, s'il y a un signal qui a été envoyé, c'est sans doute aux pays qui, depuis des mois, disent « nous ne voulons pas de la répartition, nous n'acceptons pas les propositions qui sont faites ensemble par la France et l'Allemagne, par la Commission européenne et Jean-Claude Juncker ». Donc elle a sans doute voulu envoyer un signal à un certain nombre de pays européens, notamment voisins, à sa frontière Est, pour dire, écoutez, maintenant, ça ne pourra pas continuer comme ça. Beaucoup de questions. Pardonnez-moi, celle-là, elle est un peu franche et un peu violente. À droite, on considère qu'il n'y a pas de leadership. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. Ou, version Marine Le Pen, que François Hollande. C'est une remarque qu'il fait à propos de Nicolas Sarkozy. Oui, mais il l'a fait à propos d'un autre pays. Non, il l'a fait à propos de François Hollande. Il n'y a pas de leadership français, il n'y a pas de leadership... Moi, ce que je remarque, c'est que depuis le début, dans cette histoire, Nicolas Sarkozy et les autres leaders des Républicains, même si je ne veux pas rentrer dans de la polémique, mais ont eu une attitude incompréhensible, ils ont changé de position 3 ou 4 fois, et parfois en reprochant à l'Allemagne et à Angela Merkel, alors qu'ils sont dans la même formation politique au niveau européen, ce qu'elle avait fait avec l'accueil des réfugiés, et cette formidable mobilisation de la société civile en Allemagne pour accueillir les réfugiés, et puis maintenant, ils lui reprochent d'avoir pris une décision de suspension de Schengen. En fait, leur position, elle est tout simplement incompréhensible. Non, mais psychologiquement et politiquement, ils considèrent qu'au fond, le président de la République est le toutou de Madame Merkel, quoi. Mais il faudrait savoir il accueille, elle ferme, il ferme. Mais Guillaume Durand, ce que vous avez pu constater, c'est que la France, au contraire, a eu une attitude constante depuis le début. Il est pas le toutou. Mais écoutez, c'est ridicule. Ce sont des expressions qui n'ont aucun sens. D'abord, aujourd'hui, en Europe, il n'y a de décisions qui ne sont prises, et pas simplement sur ce dossier. Ça a été le cas sur l'Ukraine, c'est le cas sur le plan de sauvetage à la Grèce, c'est le cas sur les perspectives futures de l'intégration de la zone euro, que quand la France et l'Allemagne sont d'accord et poussent ces décisions. Et le leadership français, personne ne le remet en cause, surtout pas quand sur des affaires de sécurité aussi importantes que la lutte contre le terrorisme, ce qu'il a fallu faire au Mali, ce qu'il faut faire aujourd'hui en Irak et en Syrie, y compris l'initiative pour la paix en Ukraine, qui s'appelle le format Normandie, parce que c'est le président de la République qui a proposé à la chancelière Merkel de recevoir ensemble Poutine et Poroshenko. C'est la France qui est à l'initiative. Donc, c'est ensemble que nous agissons. Mais aujourd'hui, il faut effectivement qu'il y ait de la cohérence européenne et que tous les pays, les 28, acceptent de mettre en place ces centres d'enregistrement, ce contrôle aux frontières, cette répartition et cette coopération avec les pays d'origine et de transit. Parce que la réponse, elle est aussi en Afrique, elle est aussi en Libye, où il faut une solution pour qu'il y ait un gouvernement légitime. Elle est aussi, évidemment, dans ce que nous faisons en Syrie. Oui, mais il faut commencer maintenant. D'accord. Il est 8h23 ce matin sur l'antenne de Radio Classique et DLCI. Est-ce qu'on est en train de bombarder ou pas ? Parce qu'il a dit, le président de la République, que ça les sert. C'est le président de la République qui, évidemment, moi, je pose des questions, parce que vous êtes quand même au dira avec le ministre de la Défense quand il y aura eu des frappes. Ce que le président de la République a dit hier, c'est que la raison pour laquelle nous avions besoin d'avoir... On est d'accord. Mais il l'a dit hier, elles seront sans doute nécessaires. Il est clair entre qu'aujourd'hui, l'annonce d'un président de la République et la décision militaire, on perd pas de temps. Donc elles ont lieu actuellement ou pas ? Mais ça, il n'y a que le président de la République qui le sait, puisque c'est lui qui en donne l'ordre. Et qu'en général, on ne communique pas pendant ces opérations, mais à leur issue. Harlem Désir, question qui concerne la gauche, les régionales arrivent, partout, le Monde d'hier, les journaux ce matin, je les ai posés par terre, annoncent à cause de ce contexte une véritable bérésina pour la gauche, parce que ce dossier de l'immigration est un des dossiers évidemment favoris de la droite et du Front National, et donc, c'est ce qu'écrivent tous les journaux, vous allez perdre l'essentiel de la vingtaine de régions que vous dirigez depuis 2010. Est-ce que c'est une crainte que vous avez ? Mais d'abord, je pense quand même que les électeurs, au moment de l'élection régionale, qui est quand même un sujet qui est pour le mois de décembre, et donc nous sommes quand même en train de gérer... Octobre, novembre, 2 mois et demi. Bon, donc ce sont les partis politiques qui préparent cela. Je suis plus vraiment en charge de cela, mais je suis concerné évidemment comme responsable du gouvernement et comme citoyen. Je pense que les citoyens, ils vont quand même avoir à cœur de voter en fonction des politiques qui sont proposées pour leur région et en fonction du bilan de ceux qui ont dirigé leur région. Si on vote sur l'acquis d'une certaine façon de la gouvernance des régions par les présidents de région au cours du dernier mandat, je pense que nos présidents de région, nos équipes
qui sont d'ailleurs des équipes dans lesquelles il y a à la fois des socialistes, des écologistes, des communistes. Je considère que sur la vingtaine de régions que vous dirigez, il y en a peut-être 4 que vous allez garder. Vous vous rendez compte, vous allez en perdre 16. D'accord, mais c'est pas les sondages qui vont voter, ce sont les Français. Il y aura une campagne électorale, il y aura des explications. Je pense que le bilan est excellent. Il est excellent en matière d'équipement de transport, il est excellent en matière de politique économique, en matière d'éducation. Non, je pense qu'on peut le trouver dans chacune des régions. D'ailleurs, je crois que les présidents de région sont très appréciés par leurs administrés, par les citoyens de chacune des régions. Ce sont en plus de nouvelles régions, de grandes régions. Il y a une perspective de développement. Je pense que s'appuyer sur des équipes et des présidents qui ont déjà cet acquis d'une certaine façon, ce sera un atout. Maintenant, on sait que le contexte politique, quand on est au pouvoir, c'est toujours dans des élections intermédiaires un peu plus difficile. Quand même particulier. Mais donc, il y a beaucoup de leçons à en tirer. Il y en a sans doute une, c'est qu'il vaudrait mieux que les forces de gauche et écologistes se rassemblent. Oui, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans le Nord. Ce qui est trop peu souvent le cas, effectivement, et il faut encore y réfléchir, à mon avis. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas en charge de cela aujourd'hui. Mais c'est quand même compliqué pour un gouvernement s'il n'a plus de majorité au Parlement, s'il n'a plus d'alliance possible. Pourquoi il n'aurait plus de majorité au Parlement ? Le 49.3 était nécessaire pour la première loi Macron. Il a confirmé qu'il y avait une majorité. Tous les budgets ont été votés. Chaque grande... Non, pour l'instant, pas sur tes budgets. Non. À chaque fois qu'on nous a dit que les frondeurs, etc., allaient empêcher une réforme d'être adoptée, qu'il allait falloir renoncer à faire des réformes, ça n'a pas été le cas. J'ai une dernière question. Et donc, il y a une majorité, elle est solide derrière le Premier ministre, Manuel Valls et son gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas des stratégies différentes avec des gens qui considèrent, alors on parle de Patrick Caner, le ministre des Sports, je sais pas si c'est lui, qu'il faudrait effectivement faire une sorte d'alliance contre le Front National avec les Républicains, pas question d'y camber des listes, on maintient les listes. Et donc le Front Républicain a explosé. Vous, par expérience, c'est un militant politique avant d'avoir été ministre, vous pensez qu'il faut faire quoi? Parce que pendant des années, le Front National, ça a été votre cheval de bataille. Je parle de lutter contre le Front National. Oui, lutter contre le Front National, c'est absolument la priorité, parce qu'il y a des régions où il y a ce risque. Il y a ce risque. Ce risque, si on veut l'éviter, d'abord, il faut que les forces de gauche et qui défendent l'acquis, encore une fois, le bilan des régions se réunissent, puisqu'elles ont gouverné ensemble ces régions. Et ensuite, quand il y a un risque, il faut voir comment est-ce qu'on s'assure de faire barrage au Front National. C'est une élection différente des scrutins législatifs ou cantonales partiels, où je crois le Front républicain a été appliqué et c'était tout à fait juste. Là, c'est une élection à la proportionnelle avec des listes et il est normal que chaque sensibilité politique veuille être présent dans la prochaine région. La meilleure façon de faire barrage à l'extrême droite, c'est de montrer que ces solutions n'en sont pas pour les régions, que ça ne réglerait rien, la haine, la xénophobie, les espèces de fantasmes de repli national que défend le Front National, et qu'au contraire, on a besoin de régions qui soient dynamiques, qui soient ouvertes sur le monde et qui aient un agenda social et écologique, et c'est ce que nous allons défendre. Il est 8h28 sur l'antenne de Radio Classique. Harlem Désir est ministre des Affaires européennes et il était sur l'antenne de Radio Classique, donc de LCI. Ce matin, évidemment, son dossier est l'un des plus importants du moment. Bonne journée à vous. On va retrouver nos amis de LCI donc tout de suite. Et Sophie Polny sur l'antenne de Radio Classique.